cette vidéo, eh bien, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai vues. Il y en a plusieurs, donc je vais les diviser en deux catégories, même peut-être trois. Premièrement, j'ai regardé des Disney, comme je vous avais prévenu sur mes précédentes vidéos, avec ma nièce, puisque j'ai découvert qu'elle n'avait pas du tout vu. Et donc, c'était un drame, surtout que je suis censée l'amener à Disneyland au mois de février. Et je me rends compte qu'elle a beaucoup de lacunes pour une soi-disant grosse fan de Disney. Donc, je commence petit à petit, quand je la garde tous les mercredis, à lui faire regarder certains classiques qu'elle n'a pas vus. Donc, je vais vous parler de deux en particulier qu'elle a vus récemment, que je vais pouvoir en parler avec vous. Parce que du coup, je les ai re-regardés avec elle. Ensuite, je vais vous parler aussi des séries que j'ai avancées. Donc, je vais vous en parler, forcément. J'ai avancé du coup Vampire Diaries et la dernière saison de The Crown aussi. Donc voilà, je vais vous dire mon avis, ce que j'en ai pensé. Et puis, évidemment, je suis allée aussi au cinéma avec toujours ma nièce. On est allé voir le dernier Disney qui est sorti. Donc, on va en parler. Je commence avec, comme vous avez dû le voir dans la miniature, nous avons re-regardé avec ma nièce Hercule tout d'abord. Et ça a été difficile parce que j'ai énormément de connaissances dans la mythologie. Donc comme j'ai re-regardé ce Disney, j'étais là en mode toutes les fautes qui y sont mises ou alors les choses qui ne sont pas expliquées. Et que du coup, ma nièce, du haut de ses 9 ans, qui ne connaît absolument rien à la mythologie, était en mode mais pourquoi? Pour qui? C'est quoi? Du coup, j'ai passé un bon moment à lui dire que ça, c'était un dieu, pour qui, pourquoi. Lui expliquer la différence aussi entre l'Olympe, qui est censé être le paradis, des dieux, mais en fait que non, puisque dans la mythologie grecque, le paradis et l'enfer sont au mauvais endroit, puisque ce n'est pas vraiment le paradis, mais le Champs-Élysées, et que tout ça se trouve dans les enfers. Et bien, eh bien oui, parce que elle connaît à peu près les bases de la religion chrétienne catholique, mais les autres, elle ne connaît pas du tout les bases du haut de ses 9 ans. Et donc du coup, quand j'ai dû lui faire comprendre que il y avait d'autres religions avant la religion catholique, et du coup lui expliquer qu'il y avait plusieurs dieux qui représentaient différentes choses, et que l'enfer et le paradis, comme cette religion-là, la religion chrétienne, l'évoque, n'est pas du tout la même chose que dans la mythologie, ça a été tout un bordel. Je peux pas vous dire que c'était pas du tout un moment reposant parce qu'elle comprenait pas la moitié des trucs et du coup il fallait que je lui explique tout le temps qui c'est, pourquoi, comment, d'où et tout. Bon, les moments des chaussons, on a rigolé, on a chanté ensemble, mais voilà, ça a été quand même assez chaotique, mais bon, j'ai énormément aimé re-regarder, c'est un des Disney favoris, donc forcément ça m'a fait très plaisir de le re-regarder avec elle, même si j'avoue, ça a été chaotique. Ensuite, comme vous l'avez vu aussi, je lui ai fait regarder je lui ai fait regarder, mais pour moi, du coup, c'était un revisionnage, Wall-E, qui est un de mes Disney Pixar, mes préférés. Et elle, eh bien, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Alors, pour Hercule, je pense pas que, voilà, j'ai pas eu besoin de vous refaire le speech. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire d'Hercule, même si dans le Disney, elle a été revisitée. Pour Wall-E, c'est l'histoire, comment dire ça, de la planète et de l'humanité tout simplement, qui a tellement détruit la planète que la planète n'est plus vivable, il n'y a plus de végétation qui pousse dessus, voilà, parce que c'est trop pollué. Donc du coup, une entreprise va mettre en place un espèce de gros paquebot croisière de vaisseau spatial pour emmener tous les humains qui restent, les mettre en orbite en attendant que tous les petits robots qu'ils ont créés fassent en sorte que la Terre soit revivable. Voilà, ils vont essayer de dépolluer en attendant. Ce qui pensait prendre quelques dizaines d'années, au final, a pris plusieurs siècles. Et bien du coup, les humains sont restés en suspension et il y a plein de phénomènes comme la gravitation et tout qui a fait que ils ont énormément changé au niveau des morphologies. En plus, comme dans ce vaisseau spatial, tout a vraiment été fait pour qu'ils en fassent le moins possible, qu'ils profitent au plus de la vie. Ils ne travaillent pas, voilà. Ils restent assis dans leur fauteuil à longueur de journée, donc il y a pas mal de muscles qui disparaissent, ils deviennent de plus en plus gros parce qu'ils mangent de mauvaises choses. Enfin bref, vous voyez, il y a beaucoup de sous-thèmes à ce dessin animé qui sont très importants pour moi. Et on suit, en vérité, on suit un petit robot, justement, un de ces robots, Wall-E, qui est là et qui continue malgré les siècles à faire la pollution, puisqu'on se rend compte que beaucoup de robots du coup sont devenus obsolètes, puisque ils ont une longueur de vie plus ou moins longue, mais comme je vous ai dit, c'est pas certaines années que ça a duré plusieurs siècles. Donc il y a plein de robots qui sont clamsés, mais il en reste un qui est toujours actif, Wall-E, celui-là qu'on suit, et qui passe ses journées à essayer de dépolluer la planète,
jusqu'au jour où justement, et comme je vous ai dit, plusieurs centaines d'années plus tard, il y a un robot qui va être envoyé comme sonde pour vérifier dans quel état est la planète, si les humains peuvent bel et bien revenir. Et il s'avère que oui, il y a une plante qui repousse. Donc du coup, ça veut dire que les humains peuvent revenir sur Terre. La Terre est revivable. Donc on va suivre du coup justement Wall-E, comme je vous ai dit, ce robot un peu rouillé, très cubique, très à l'ancienne, et Eve, la sonde, qui elle est tout en courbe, très design et tout, justement un peu à l'opposé, et qui est à la recherche de cette plante, qui va la trouver, et on va suivre leur aventure justement pour faire comprendre à l'humanité que c'est bon, ils peuvent revenir sur Terre. Bien que la Terre soit toujours polluée, c'est revivable puisqu'on peut refaire de la végétation. Voilà. En gros, grosso merdo, c'est ça. Et donc, évidemment, il y a énormément, comme vous l'avez pu le comprendre, de messages aussi bien écologiques que des valeurs aussi bien nutritionnelles. L'humain, comment, voilà, à quoi il ressemble, quel est le but dans sa vie et comment il y a de l'évolution aussi par rapport aux choses qu'on fait, par rapport à notre sédentarité, et tout ça. Enfin bref, il y a énormément de sujets et Wall-E est un petit robot et il est bien plus humain que certains des humains, on va dire. Il est très je sais pas, mais enfin moi je l'adore ce personnage parce que justement il représente beaucoup d'espoir, il représente l'amour, l'amitié, les... Ouf j'adore ce dessin animé. Je trouve qu'il a énormément de bonnes valeurs, mais le problème justement c'est que il n'est pas pour tout public parce que eh bien, moi, je l'ai regardé, je m'en souviens, j'avais déjà un certain âge. Donc, évidemment, les messages sont tout de suite, je les ai tout de suite compris. Ils m'ont tout de suite traversé, voilà, ils m'ont tout de suite pris au cœur. Alors que j'ai regardé justement un petit peu ma nièce regarder ce dessin animé et elle était là en mode ouais, c'est cool, mais voilà. C'est dommage parce que justement, c'est une génération qui est encore plus concernée que nous par l'écologie, puisque nous, on a grandi avec justement la montée des pensées qui ont évolué, mais elle est née pendant que l'écologie, enfin voilà, était au cœur de la plupart de nos sujets politiques et de société tout simplement. Donc je trouve ça dommage qu'elle soit un peu passée à côté du message, même si elle me l'a dit, hein, elle l'a bien aimé, on rigolait parce que elle se foutait de moi parce que je faisais souvent Wall-E, Eve, et finalement en ayant vu le film après, elle le faisait elle aussi de temps en temps, donc c'était drôle, mais voilà, je suis un petit peu déçue qu'elle n'ait pas autant apprécié que moi. Mais bon, après, c'est normal, c'est des sujets peut-être qui la touchent un peu moins pour le moment parce que c'est une enfant et peut-être qu'en y revenant plus tard, ça la touchera un peu plus. Enfin, je l'espère. Ensuite, dans mes avancées de série, comme je vous ai dit, j'ai avancé Vampire Diaries, j'ai vu la saison 6 et la saison 7. C'est les saisons que je n'aime pas parce que, voilà, il y a des personnages que je n'aime pas, il y a des trucs de magie qui sont censés pas pouvoir se produire et qui se produisent. Ça m'a un petit peu fort énervé, dirons-nous. J'ai pas forcément très aimé les personnages. Les caractères, ils sont pas forcément très évolués, mis en avant. Il y a des relations qui arrivent entre les personnages. Franchement, on a envie de sauter par la fenêtre. Donc voilà, là, comme je vous ai dit, je suis arrivée enfin à la dernière saison. J'ai à peine... non, j'ai pas commencé la saison 8 parce que je dois attendre ma meilleure amie qui ne voulait pas commencer cette dernière saison puisque c'est trop triste pour elle. Il y a certains personnages visiblement qui vont mourir et donc elle ne voulait pas la regarder seule. Donc je l'attends pour regarder la saison 8. Mais très clairement, autant j'avais bien aimé justement me replonger dans l'univers et tout. Là, on arrive où ça devient quand même un peu long et c'est fastidieux de regarder la fin. Je vais le regarder justement parce que mon objectif, normalement, à la fin de l'année, c'était d'avoir re-regardé Vampire Diaries et The Original. Finalement, j'ai même pas encore fini Vampire Diaries, donc voilà. Et je me suis dit aussi, je ne voudrais pas commencer La Casa des Papel Berlin avant d'avoir fini Vampire Diaries. Parce que voilà, il y en a marre de commencer des séries, de pas les finir. Donc, autopunition, tant que je n'ai pas fini The Vampire Diaries, je commence pas La Casa des Papel Berlin. Très clairement. Donc voilà, mon avis est mitigé parce que là ça commence à me saouler. J'aimerais bien que ça évolue mais dans le bon sens et ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Ensuite, autre série que j'ai commencé et finir en même temps du coup, puisque grosse surprise pour moi, je ne savais pas, donc j'ai regardé The Crown. Il y avait une première partie qui est sortie, je sais plus, en octobre ou en novembre, et une deuxième partie qui est sortie en décembre. J'avais pas du tout suivi, je vous avoue, les actualités autour de cette ligne. Moi j'ai juste vu que ça sortait et j'étais en mode wouh! Très déçue de voir qu'il n'y avait que 4 épisodes, parce que je me suis dit, vous vous foutez de nous, normalement il y a 10 épisodes par saison, et là vous n'en sortez plus que 4.
quoi ce bordel? Et au final, j'ai compris que non, il y avait une deuxième partie. Du coup, je n'ai pas compris pourquoi ils ont sorti cette série, pas d'un coup, mais en 2 parties, à 2 mois d'intervalle. En plus, ça, c'est même pas un an en mode ouais, pump it up, on va essayer de faire du bif sur vous. Non, ça. J'ai pas compris le délire marketing et la communication autour, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a une première partie qui finit, du coup, on va dire tout l'arc autour de la séparation et de la mort de Diana, tout simplement. Hein. Voilà comment ça s'est très mal fini. Et on a une deuxième partie, donc celle dont je suis censée vous parler, que j'ai regardée en décembre, qui du coup parle de comment ça a impacté William et de l'évolution justement de William pour devenir l'héritier de la couronne. Là, on retrace plus la partie universitaire de William. Il y a une petite ellipse, on va dire, entre la fin de la partie 1 et la partie 2. Et donc, sa rencontre, évidemment, avec Kate. Eh ben, dit-on. J'ai énormément rigolé parce que ça n'y va pas de main morte. Très clairement, ça nous dépeint Kate comme une personne arriviste, hein, on va pas se le mentir. Il n'y a aucun jeu de hasard dans leur rencontre, au contraire, tout a été fait pour... voilà, je suis assez perturbée de la manière dont c'est dépeint, parce que c'est pas la vision qu'on a d'elle, on va dire. On a le petit lapsus en mode oui, quand j'étais jeune, j'avais un poster de William, mais bon, plein de jeunes britanniques, j'imagine, ont les posters de plein de célébrités dans leur chambre, et ça ne veut pas dire qu'elles vont finir par se marier et avoir des enfants avec lui. Mais au fil du moment, quand on regarde cette série, on se rend bien compte que tout a été fait pour que elle soit dans sa ligne de mire et eh bien, le comportement n'est pas laissé indifférent William, justement, et l'attirer dans ses filets, voilà. Ce qui me fait énormément rire parce que dans ma famille, on aime beaucoup, justement, tout ce qui tourne autour de la monarchie et en l'occurrence la monarchie anglaise. Et ma mère, du coup, a une vision très tronquée des choses. Pour elle, Kate, voilà, c'est le loi blanche et Meghan Markle, c'est la suppôt de Satan, l'américaine, voilà, qui a voulu se péter au plus son cul, se marier, et puis finalement, bref. Et donc, du coup, en regardant cette dernière saison, j'ai bien ri. Parce que l'arriviste, finalement, c'est peut-être pas celle qu'on croit. Hein. Voilà, donc j'étais assez surpris de voir comment s'est faite la relation avec Kate. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça ne me regarde absolument pas. Et encore une fois, c'est une série, donc je pense bien qu'il y a des choses qui sont romancées, que tout n'est pas exactement véridique. Et puis, franchement, la fin ne donne pas une très bonne image de la reine d'Angleterre. Et ça, je trouve que c'est choquant, parce que les Britanniques, voilà, vous pouvez toucher limite à William, vous pouvez, et encore pas trop, vous pouvez toucher à Charles et tout, mais Elisabeth, ah que non. Et bien finalement, on se rend compte que c'est un personnage qui n'est pas parfait, oui. Il y a cette aura un peu justement de reine qui a toujours été là, qui a tenu jusqu'au bout et tout. Ouais, mais justement, elle n'a pas su lâcher au bon moment. Elle n'a pas eu, je trouve, l'intelligence, aussi bien émotionnelle que politique, de lâcher prise au bon moment et de se destituer, je crois que c'est ça le terme qu'on utilise, pour laisser son fils prendre, parce que, eh bien, d'après les dires de la série, pour elle, personne n'est à sa hauteur. Elle se sent être supérieure, en gros, pour elle, justement, au début, quand on regarde dans la série, elle ne se sent pas la pache d'une reine, et voilà, pour elle, elle est Elisabeth, elle n'est pas reine d'Angleterre. Et là, on sent que, eh bien, justement, l'inverse, le switch a été fait. On ne sait pas trop vers quel moment, mais elle ne se sent plus Elisabeth, elle se sent reine d'Angleterre. Et elle n'est pas capable de se défaire de la couronne, au détriment de son fils, du coup, qui va attendre justement, tout le monde le sait, hein, voilà, il va arriver au trône, il aura plus de 70 ans, je crois. Mais voilà, c'est quand même assez spécial comme mentalité, je trouve. Et voilà, je suis choquée. Et en fait, justement, quand j'ai regardé ça, je me suis dit très bien, on aura une saison prochaine où justement on va voir le fait que comment vont prendre la suite. Et en fait, j'ai découvert que c'est la dernière saison. Et j'étais en mode on finit comme ça. On a un William qui est en train de se mettre en couple avec une Kate.
On a une Elisabeth qui du coup a 80 ans mais ne veut pas abdiquer tout simplement. Et on a un Charles du coup qui est un peu dégoûté parce qu'il pensait que bon, là maintenant il est marié avec Camilla donc il est content, enfin, mais il est un peu dégoûté parce que il pensait que sa mère allait être destituée finalement non. Donc voilà, on a cette série qui finit comme ça en demi-teinte et j'ai découvert du coup en finissant cette série, enfin finissant cette saison justement, que c'était la fin de la série. Et là j'étais choquée en mode, parce qu'on n'a pas la suite. Enfin justement, il y a plein de choses à faire avec le mariage de William, ensuite toutes les conneries qu'a pu faire Harry, et puis, enfin vous-même vous savez, toute la suite qu'on connaît de la famille d'Angleterre, évidemment, apparemment, non, il n'y aura pas la suite. Je suis choquée. La série se finit comme ça, en mode reine Elisabeth, la reine d'Angleterre, ne veut pas quitter son trône. Et on n'a pas la suite de ce qui se passe à côté. J'étais en mode what. Voilà, je suis assez surprise parce que ça finit sur une teinte un peu en mode voilà, on n'a pas une. En même temps, leur vie n'est pas finie, je sais, mais on n'est pas jusqu'à l'actualité, justement, jusqu'à la fin de ce qu'on connaît maintenant. On est jusqu'à les années 2000, début 2000. Et en même temps, ça finit pas sur une note positive pour la monarchie. Et mais d'un côté, ça me fait plaisir parce que voilà, c'est pas tout rose, tout beau comme on peut le croire. Mais d'un autre côté, prends-toi ça dans les dents, quoi. Très clairement, voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais cette série du coup m'a laissé en demi-teinte. J'ai énormément apprécié la regarder. Franchement, il y a des trucs où j'étais choquée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont romancées, évidemment. On ne peut pas être dans les petits papiers, on peut pas savoir ce qui se passe, porte est fermée de la chambre, on peut pas savoir ce qui se passe dans leur intimité. Mais wow, franchement, cette série, la famille, elle se prend une sacrée claque en mode vous êtes peut-être des altesses royales, mais vous êtes des humains avant tout et vous avez énormément de défauts et c'est beau. C'est beau d'avoir su le montrer justement que ce sont des êtres humains avant tout et ils sont capables du meilleur comme du pire, très clairement. Donc j'ai bien aimé cette série au global, mais je suis déçue que cette fin se finisse comme ça et qu'on n'ait pas plus en fait. Eh bien, j'ai énormément parlé pour les séries et j'espère que je vais un petit peu moins parler du coup pour le dernier Disney, Wish, Asha et la bonne étoile, je crois, que je suis allée voir au cinéma du coup avec ma nièce. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un royaume utopique dans une île où le roi a décrété qu'arrivé à la majorité, les gens devaient lui transmettre leurs vœux, leur plus grand rêve si je puis dire, pour qu'il n'ait pas cette amertume de ne pas le réaliser et que comme ça, tout le monde vive heureux dans le meilleur des mondes, voilà, qu'il n'y ait pas d'envie, de jalousie, ce genre de choses. Donc à la majorité, on doit donner son vœu au roi. Comme ça, en gros, c'est un peu ta moyen d'être reconnu comme citoyen bel et bien de ce monde un peu utopique où justement tout le monde est très content parce que il y a des cérémonies tout au long de l'année où le roi réalise les vœux des gens. Voilà, il ne fait pas que les prendre, il les réalise aussi. Et donc du coup, les gens deviennent la plus grande couturière ou alors le plus beau des musiciens. Enfin, oui, ce genre de choses-là. Et du coup, les gens lui donnent volontiers parce qu'ils pensent que le roi va réaliser leurs vœux. On suit du coup Asha, une jeune femme qui a un grand-père qui a 100 ans et qui du coup est sur la fin et son vœu n'a toujours pas été réalisé. Elle idéalise, on va dire, son royaume, son roi et du coup elle est une citoyenne fervente et elle est très fière de son roi et du coup elle veut devenir son apprenti. Et en plus de ça, elle aimerait bien justement, comme je vous dis, devenir son apprenti pour pouvoir avoir un petit peu l'oreille du roi et faire réaliser le vœu de son grand-père avant que son grand-père décède. Malheureusement, quand elle va passer son entretien avec son roi, elle va se rendre compte que le roi n'est peut-être pas aussi bon et bénéfique que soi-disant il le proclame, parce qu'il y a des vœux qu'il garde et qu'il ne réalisera jamais, parce qu'il a peur que ça se retourne contre lui. Donc là, Asha commence à se poser des questions en mode, est-ce que le système dans lequel on est, qu'on croyait jusque-là bénéfique et utopique, en réalité n'est pas un piège. Et eh bien justement, c'est assez bien tourné parce qu'au début, on est dans un monde idyllique et tout. Et à partir du moment où elle ouvre les yeux sur ça, eh bien, on se rend compte de tout l'envers du décor. Et elle va du coup vouloir se révolter contre le roi, devenir l'ennemi numéro 1, puisqu'elle veut rendre les vœux à tout le monde. Si le roi ne veut pas les exaucer, autant que les gens gardent leurs propres vœux et se débrouillent par eux-mêmes pour les réaliser.
mais évidemment le roi en tire un certain pouvoir et ne veut pas que les gens récupèrent leurs vœux. Ou alors des vœux, mais vraiment des petits vœux, comme je vous ai dit, qui n'ont pas d'impact en fait réellement. Veut devenir la meilleure couturière, ok, mais ça ne le dérange pas, ça ne va pas renverser le pouvoir qu'il a. En revanche, par exemple, le vœu du grand-père de cette jeune femme, c'est de pouvoir créer quelque chose qui sera transgénérationnel, qui va pouvoir voilà, faire vibrer les gens, et donc pour lui, ça pose problème. Est-ce que ça ne serait pas, par exemple, une révolte? Et là, voilà, on n'est pas trop sûr de ce vœu-là, donc il ne se réalisera jamais. La jeune femme, du coup, va voler le vœu de son grand-père et va lui rendre, et va devenir, comme je vous ai dit, l'ennemi public numéro 1. Et elle va essayer de faire comprendre aux gens que ce qu'on croyait être une utopie est finalement une tyrannie. Et puis petit à petit, justement, le roi va aussi changer, il va devenir de plus en plus méchant puisqu'il se rend compte que le pouvoir lui échappe. C'est une histoire qui est, somme toute, pas mal. C'est un hommage aux 100 ans de Disney, donc on a, voilà, pour moi, un gros défaut, c'est qu'il y a énormément de clins d'œil. Et quand je vous dis clin d'œil, c'est même plus des clins d'œil, là, c'est des appels de phare, carrément. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour les 100 ans de Disney. Donc, nous mettre un petit clin d'œil comme quoi le grand-père aura 100 ans, c'est très mignonnet, on va pas se mentir, voilà, ça va encore dans les clins d'œil. Mais le problème, c'est quand il y a des, comme je vous ai dit, des appels de phare à fond les ballons, et que du coup, ça fait un condensé. Donc, comme je vous ai dit, l'histoire en elle-même, c'est pas très original, mais elle se tenait. Les musiques sont plutôt pas mal au final, parce qu'au début, quand j'ai regardé le film, j'étais en mode ouais, elles sont cool, mais je pense pas que je les réécouterai. Et au final, je les ai réécoutées, et maintenant, si ça fait partie des chansons que j'aime bien écouter, voilà. Donc la bande-son en soi est pas mal. Les effets spéciaux, enfin, j'ai été un peu, je sais pas, mitigée devant. Il y avait des choses que je trouvais très belles, et d'autres choses que je trouvais un peu bâclées. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai pas trouvé ça très waouh. Si vous voyez, j'étais pas quand même dans Coco où là j'en ai pris plein la tronche. Et j'étais un peu mitigée. Ensuite, on a, voilà, mon plus gros problème pour moi, ce sont les clins d'œil. Le fan service à tout va. J'avais envie de claquer les scénaristes. Je me suis dit non les gars, au bout d'un moment, je veux bien que vous faisiez comme là des petits clins d'œil. Le gars il a 100 ans pour fêter les 100 ans de Disney, que Magnifico ça soit un roi qui souhaite voilà, faire les vœux un peu comme Walt Disney. On a un petit hommage comme ça. Ok, c'est cool. Mais là, vous abusez en fait. Au bout d'un moment, justement, quand on a le personnage qui est en train de faire un plan à peu près machiavélique et qu'en moins de 5 minutes, il vous sort 2 répliques qui sont des chansons emblématiques du genre Pauvre âme en perdition et Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, en gros. Je suis en mode, pardon, mais là, les gars, c'est du plagiat, vous vous auto-plagiez. Et puis il y a ça encore, ça pourrait aller, mais il y a énormément, justement, comme je disais, de fanservice, de clins d'œil. Je vais vous en citer quelques-uns qui me reviennent en mémoire, mais vous allez voir que je me souviens. Voilà, je vais vous en citer plusieurs, et rien que ça, déjà, c'est pas tout ce qui est représentatif. Donc, elle a 7 copains, déjà, qui à un moment vont être alignés les uns derrière les autres, et on va avoir leur ombre, et ils portent quelque chose. Donc, très clairement, on a la scène des 7 nains, là, on va pas se mentir. On a en animal de compagnie une petite chèvre qui ressemble énormément à la chèvre de Esmeralda. À un moment, elle va justement devoir être discrète. Elle va mettre une cape bleue sur elle avec un nœud rose, et elle va avoir une baguette dans les mains. Là, on est totalement, je suis désolée, mais dans, comment ça s'appelle, la marraine la bonne fée. Ensuite, on a un moment, il y a un chevalier qui se balade dans la fin. Il ne se balade pas justement, il part à la recherche de quelqu'un dans la forêt. On est typiquement avec Philippe et Samson quand ils sont dans la Belle au bois dormant. On a le château qui va être rempli par des ronces noires et vertes. Là, on a Maléfique dans toute sa puissance. Et je vais continuer comme ça à l'appel. Hein. On a le carrosse à un moment, elle va dans une espèce de boîte qui va se transformer, et on a l'impression que c'est la même chose qui se passe dans le sortilège de La Belle et la Bête. À un moment, il y a le carrosse, quand le père, je crois, de la Belle est dedans. La Bête envoie le père justement retourner au village puisqu'il a gardé la Belle. Enfin, vous voyez, il y a une scène comme ça un peu bizarre. Et bien, c'est ce même genre de scène-là. Enfin voilà, on a plein de scènes comme ça qui sont des copier-coller, et du coup, c'est assez... voilà, assez navrant. J'étais en mode, mais pourquoi pourquoi vous ne m'avez pas fait un truc original, ou alors des clins d'œil, mais vraiment des clins d'œil, des trucs ou des petits caméos, mais discrets. Là, c'était plus discret. Comme je vous ai dit, il y en avait à l'appel, et c'était lourd. Enfin, pour quelqu'un qui aime les Disney et qui du coup les voyait tous les uns derrière les autres, j'étais en mode
mais au bout d'un moment, les gars, vous allez nous faire un truc original pour fêter les 100 ans. Ok, c'est censé être un hommage. Alors moi, après, je suis allée voir les critiques et j'ai vu un hommage que j'étais pas au courant. Il y a un moment où justement le roi se rend compte que le peuple n'est pas content malgré qu'il leur apporte prospérité, bonheur et tout et tout. Donc, très clairement, il n'est pas content de la révolte, entre guillemets, qu'on remette en question son pouvoir. Et apparemment, il y aurait un petit lien entre une grève qu'il y aurait eu dans les studios Walt Disney et Walt, qui n'aurait pas été content, que justement, en gros, il fait comprendre que grâce à lui, ils ont un emploi et tout, c'est lui le patron, mais que ses employés sont jamais contents. On aurait comme ça cette scène-là qui évoquerait ça. Et bien vous voyez, ça c'est un clin d'œil discret que seuls les gros fans ont pu déceler, parce que moi étant une grosse fan, mais pas autant visiblement que ça, je ne l'ai absolument pas vu parce que je n'étais pas au courant et ça passait franchement crème dans le dessin animé sans s'en rendre compte. Alors que n'importe qui a regardé un Disney ou deux, bon, en l'occurrence j'en ai regardé plus d'un ou deux, mais il y a plein de clins d'œil qui étaient beaucoup trop surfaits et que j'ai pas du tout aimé. Voilà, on va être très clair comme ça. Donc voilà, je suis contente d'être allée le voir parce que c'est un bon film, on va pas se mentir, j'ai passé un bon moment avec ma nièce à le regarder au cinéma. Comme je vous ai dit, il y a de la bonne musique, l'histoire se tient, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons et ça serait bien de nous faire des choses originales sans pomper dans tout ce que vous avez déjà fait. Je suis désolée, mais là, c'était trop, quoi. Faut pas nous prendre pour des débiles, des pigeons non plus. Donc j'ai bien aimé, mais ça sera clairement pas dans un de mes préférés que je re-regarderai avec plaisir, par exemple, comme là, j'ai pu le faire pour Hercule ou Wall-E que j'ai re-regardé avec ma nièce parce que, voilà, ils étaient bien faits, bien ficelés, et là, c'est pas du tout le cas. Et originaux aussi. Enfin, originaux. Hercule, c'est pas original, mais voilà, c'est un classique Disney, ça reprend la mythologie. Voilà, il fallait bien que je les fasse regarder, mais assez déçue, franchement. Je pense que ça aurait mérité un petit peu plus d'originalité. Voilà. Et bien voilà, j'ai énormément parlé, je m'attendais pas à parler autant. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, même si au vu du nombre de rushs que j'ai, à mon avis, si, elle va l'être. J'en suis désolée. J'espère que vous l'aurez quand même aimé, apprécié. Voilà. Si vous avez vu vous aussi les films dont j'ai parlé, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, toujours dans la bienveillance, évidemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous regardez de bons films ou de bonnes séries et je vous fais tout plein de gros bisous.